Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Salut à tous, c'est Tonton Maurizio sur Sud Radio pour notre nouveau rendez-vous Les vraies voix du foot. L'incontournable émission du mercredi soir 20h-21h sur Sud Radio où on vous parle football. Content de vous retrouver pour cette nouvelle heure ensemble. Je suis toujours accompagné de Pierre Grégoire. Comment ça va mon Pierrot ? Ça va très très bien, très content de vous retrouver aussi. Voilà, tu vois un homme heureux, tu vois, tout de suite tu le sens. Grand sourire évidemment. Voilà, et j'ai la joie d'avoir une nouvelle fois à mes côtés comme invité. Mais maintenant c'est plus invité mystère, t'es connu dans la maison. Ah bah oui. Farid Bouadla alias Toto Bellozzo. Eh ben écoute, merci encore de me recevoir. Voilà, t'es content, t'es bien avec Deuxième nous match et on va essayer de se faire une place sur match retour. Petit match retour. Alors, on aura peut-être tout à l'heure Gilles Favard au téléphone à suivre. Et puis, on ne présente plus, bien sûr, Maxime à la réalisation. Maxime, le meilleur. Bonsoir à tous. Bonsoir Maxime. Voilà. Salut Maxime. Alors, au sommaire ce soir, on va parler bien sûr de l'équipe de France, Israël-France. Le match de Ligue des Nations demain soir. Match piège ou pas pour les Bleus sans Mbappé. On a plein de mauvaises questions déjà. On a plein de questions tout court. Ensuite, on fera un tour d'Europe. On vous fera un point sur la Serie A, la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, avec Pierre, le spécialiste. On fera aussi un dossier focus sur le gardien de but. Voilà, restez avec nous, c'est très important. Toutes les semaines, en fait, l'idée c'est toutes les semaines développer un poste, donner des conseils s'il y a des mômes qui écoutent, s'il y a des éducateurs, voilà, les qualités, savoir les qualités à faire prévaloir pour tel poste, les défauts à éviter, puis comment progresser. Voilà, on essaiera avec notre humble avis de donner des conseils. Et donc aujourd'hui, c'est sur le gardien de but. On fera ensuite un tour d'actu de la planète foot avec bien sûr le retour de suspension plus tôt que prévu pour Paul Pogba. Ouais. On est content pour lui. On verra pour son avenir. Et puis les blessures de Carvara, Rodi, etc. Restez avec nous dans les vraies voix du foot. Sud Radio, les vraies voix du foot. Alors, on commence tout de suite avec ce qui vous a plu et déplu. Maintenant, ça fait déjà 48 heures, mais bon, sur le dernier week-end. Alors, si vous voulez, je vais donner le ton. Allez, donne le Je vais ton. donner le ton, comme ça, On attend un bon ton de ta part. Et voilà. Donc moi j'ai un gros coup de gueule à poser, à dire contre l'arbitre de. Alors il y a déjà eu Monaco-Zagreb qui était Zagreb-Monaco qui était pas terrible. Le terrain, je parle d'état du terrain. Et alors l'arbitre de Lazio-Drome Nice, je pense qu'il doit arrêter d'arbitrer. J'ai noté son nom quelque part là. Je pense qu'il faut qu'il arrête l'arbitrage parce que c'est la loi 1. Voilà, je vous la lis, comme ça je suis sûr de ne pas bégayer. Seul l'arbitre peut déclarer un terrain impraticable dans le cas où il jugerait la pratique du jeu aléatoire ou dangereuse. Par suite, mauvais état du terrain, enneigé, verglacé, détrempé, aspérité durcie par le gel, inondé, etc. La règle de base, j'ai été arbitre, la règle de base c'est la sécurité, l'intégrité des joueurs. Voilà, protéger les joueurs. Et l'arbitre là, sur le coup, a été catastrophique. Donc ça c'est pour mon coup de gueule. Et puis mon coup de cœur, je suis obligé d'en parler tout de suite, ça sera fait, c'est Iniesta. Voilà, Iniesta qui met fin à sa carrière, donc il faut vraiment lui envoyer plein de bonnes ondes et lui dire bonne chance pour la suite. Et merci monsieur Iniesta de tout ce qu'il nous a apporté. Vous êtes d'accord les garçons ? Entièrement d'accord, surtout concernant Iniesta, un joueur qui incarne les valeurs profondes de ce que j'aime dans le football. Voilà, il allie aussi bien l'individualité que le collectif, et il a marié au mieux, et il fait partie de cette catégorie de joueurs. Ouais. Et puis il s'est fait, alors je conclus, il s'est fait voler le ballon d'or par Messi parce qu'en 2010 c'est lui qui doit le prendre. Il donne la Ligue des Champions. Il l'aurait mérité autant que Xavi, son fameux compère, ce qu'on a du mal à dissocier, mais c'est vrai qu'Iniesta c'est le football, il arrête la longévité aussi, montre son hygiène de vie qui a été quand même assez irréprochable. Et Iniesta, voilà, on a grandi avec lui, c'est un grand monsieur, un monument du football qui s'en va peu de mois après Toni Kroos au Real Madrid. On commence malheureusement à perdre des esthètes du football, c'est un peu triste. Et un peu dans la lignée de Zizou, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un joueur discret, tranquille, mais la force tranquille et puis le respect, t'entends pas de vagues, pas de... il existe que sur le terrain. C'est-à-dire qu'un joueur comme Iniesta, c'est un joueur de foot. Et finalement, l'homme, hormis, il y a un très beau livre qui est sorti sur lui. Voilà, c'est le genre de foot qui nous fait aimer ce sport. Et moi, ce que j'aime, ce que tu as souligné, parce que justement, ce que j'aime avec Xavi, c'est qu'il est indissociable
dans le nom Xavi Iniesta, une doublette peut-être une des meilleures doublettes du milieu de terrain dans l'histoire du football. C'est une osmose parfaite entre deux cadors. Tout à fait, entre deux, formés tous les deux à Barcelone, et on leur a en plus on a incorporé Sergio Busquets ensuite, donc ça a été un trio magique. Voilà. Iniesta, c'est Coupe du Monde 2010, le but en finale contre les Pays-Bas. Oui, et en finale de Ligue des Champions. Finale Ligue des Champions, il y a eu aussi le fameux match épique à Stamford Bridge où il marque à la dernière seconde qui qualifie le Barça de Guardiola. Enfin, ça a été quand on pense à Iniesta maintenant, c'est que du positif, vraiment que du positif sur lui. Alors enchaîne, pendant que tu as la parole, allez Pierrot. Enchaîne ce qui t'a déplu. On a beaucoup de sujets à aborder. Moi j'ai plus quelque chose qui m'a plu, c'est le petit coup de cœur. Alors on a souvent tapé dessus, moi le premier, surtout sur Sud Radio, mais c'est le LOSC, évidemment, le LOSC qui a enchaîné après le kiff absolu qu'ils ont fourni face au Real Madrid. En plus, je m'étais un peu planté en disant que Madrid n'aurait pas trop de mal face à Lille, et au final Lille a montré un très beau visage en s'imposant. Donc c'était la semaine dernière en Ligue des Champions sur un penalty, mais avec un Lucas Chevalier, on y reviendra, qui a fait des miracles dans le but. Mais c'est la continuité, parce que Lille était mené contre Toulouse ce week-end. Ils ont réussi à renverser le match, et on aimerait voir Lille faire ce genre de prestations plus souvent. Ils ont vraiment emballé le match, que ce soit contre Madrid et contre Toulouse. Je recommande le joli but d'Angel Gomez, notamment sur la louche de Sahraoui sur l'égalisation lilloise. Et Angel Gomez qui a été d'ailleurs appelé en équipe nationale d'Angleterre, c'est quand même assez fort pour un Lillois. Et voilà, donc c'est la continuité de Lille. La trêve international arrive peut-être pas au bon moment du coup, parce qu'ils auraient fait une lancée fabuleuse, mais je leur souhaite, ils se replacent un peu en championnat, et je leur souhaite de continuer sur cette lancée. Tout cœur avec les Lillois. T'as vu le souci du détail, hein, Pierrot, il va pas avec le dos de la cuillère, tout est carré, c'est ficelé. T'avais pas de coup de gueule, il n'y avait pas de truc qui t'a énervé. J'y viendrai plus tard. Mais je te rejoins juste sur les conditions météorologiques déplorables des matchs de la semaine. C'est monstrueux. Franck Hez est revenu dessus avec un peu d'ironie, on va dire, parce que Nice était quand même mené que 2-1 à la mi-temps face à Lazio, donc ils auraient pu revenir, surtout c'est eux qui ont marqué en dernier en première mi-temps, et en deuxième mi-temps ils n'avaient plus aucun espoir de miser sur le jeu, puisque le ballon s'arrêtait après 1 mètre de conduite de balle. Mais c'est impossible, je sais même pas. Donc la Lazio s'est imposée 4-1, mais il n'y avait aucun plaisir à regarder ce match. Moi je parle même pas du score, j'ai pas de parti pris, c'est même 3-0 pour oui, non, c'était... Toto, est-ce que tu as Alors, un coup de cœur, pour commencer, moi j'ai aimé la sortie médiatique en conférence de presse d'Antoine Comboiré à propos de Canal+, le diffuseur historique de la Ligue 1. Et il a fait une ode au diffuseur historique qu'est Canal+. Et j'ai trouvé ça un peu inédit, parce que on sait que c'est complètement désintéressé de l'aspect business ou quoi que ce soit, même si aujourd'hui Canal+ n'a plus les droits de diffusion de la Ligue 1. Mais c'était une façon d'exprimer une forme de nostalgie concernant un football qu'on a connu sur une chaîne bien précise où on se réunissait tous autour. Et les précurseurs Canal. Les précurseurs et clairement, ils ont mis en scène le football à une grande époque du football, justement. Les années 90, que ce soit en Ligue 1 ou quoi que ce soit, moi j'ai des grands souvenirs. Tout le monde n'avait pas la chance d'avoir d'abonnement et on se réunissait, c'était l'occasion de se réunir chez les gens qui avaient cet abonnement, qui avaient la chance de l'avoir. Et cette sortie médiatique, elle n'était pas forcément nécessaire, mais il l'a fait. Et j'ai beaucoup apprécié, parce que justement c'est une façon de dire qu'un certain état d'esprit manque un petit peu dans le milieu du football. Ouais, c'est vrai. Quelque chose qui t'a énervé, non, Ryan, t'énerve. Énervé, non, qui m'a rendu triste. Je sais pas si on va en parler, donc je vais peut-être pas m'étendre sur le sujet. Dis-moi. Mais ce qui m'a rendu triste, c'est la blessure de Dani Carvajal. On va en parler tout à l'heure. Donc voilà, donc on va s'étendre un petit peu sur ce coup de tristesse un peu plus tard. Ouais, c'est carrément glauque, ouais. Est-ce que c'est dû à la quantité des matchs? On va en parler tout à l'heure. On va tout de suite aborder l'équipe de France. Après ça, il faut qu'on patiente un petit peu, et on va rester avec nous, on va aborder l'équipe de France. Il faut pas se nourrir, il faut faire un petit peu de pub. Heureusement que Maxime est là. Allez, à tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. De retour sur les vraies voix du foot, toujours avec mon pote Farid Bouatelin, alias Toto Bellozzo, et Pierre Grégoire. Alors, on passe tout de suite à l'équipe de France. L'équipe de France, match piège, Mbappé, on a plein de choses à dire. Mbappé, allez, le nom est parti. Allez, Mbappé. Je connais pas ce joueur. Non, on verra tout simplement si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, son absence. Ton avis? Alors, pour moi, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle, au même titre que c'est pas une bonne nouvelle qu'il soit parti du PSG, mais c'est un autre débat. Parce que ça reste quand même un joueur. Bon, c'est pas nouveau que ses débuts sont un peu poussifs, un peu moyens, on va dire.
D'un côté, donc c'est là où je suis mitigé, c'est que ça aurait été l'occasion pour Didier Deschamps de tester de nouvelles choses. Il sait qu'on s'est emballé, qu'on s'est enthousiasmé sur le renouveau lors de le dernier rassemblement de l'équipe nationale. Il y a eu Michael Olise, donc j'ai eu l'occasion de parler ici, qui a au passage de nouveau marqué ce week-end, mais on y reviendra tout à l'heure. Olise, seulement il y a des joueurs c'est un peu des totems d'immunité. On retrouve Christopher Nkunku qui revient sûrement parce que Mbappé n'est pas là, mais Nkunku à Chelsea, c'est pas bon. Enfin, il a marqué en Europa League cette semaine. Mais je trouve ça dommage de ne pas avoir surfé sur la vague un peu Jeux Olympiques, un peu New Wave. Je vois pas pourquoi Guendouzi dans la liste, alors qu'il y a Enzo Mio qui joue à Stuttgart, qui a lui aussi fait un très bon début de saison. Il en a 4 buts en 8 matchs de championnat. Et ce sont ces deux joueurs un peu offensifs qui apportent du plaisir, qui apportent des matchs un peu foufou. J'ai bien peur. Là, on rejoue la Belgique. J'ai bien peur, malheureusement, qu'on réassiste. Avant, il y a l'Israël. Oui, bien sûr, il y a Israël aussi. Mais je prends l'exemple de la Belgique, parce que les 2 derniers matchs de la Belgique, mais vous vous rappelez des 2 derniers matchs de la Belgique, la purge que ça a été. Pourquoi ne pas faire confiance à des Akliouche ou des Ben Seguir? Je prends ces 2 cas précis puisqu'ils jouent à Monaco premier de Ligue 1, Monaco qui a battu le Barça. On parle pas dans le vide, là, ils proposent tout de suite du. non, parce que j'ai envie qu'on s'extasie un peu plus. Deschamps, il sait que là, il est sur la fin, a priori, la prochaine compétition internationale. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je crois qu'il comprend pas qu'il est sur la fin. T'as peut-être oublié qu'il t'a demandé de changer de chaîne si t'étais pas content. J'ai perdu la télécommande. Tu vas arrêter de critiquer Dédé. Non, mais c'est un avis que je tranchais. Mais je suis sûr que ça aurait pas été déplu de voir un Akliouche ou un Ben Seguir notamment, ou Enzo Mio, je reviens, même si a priori le 11 de demain, il y aura Olise, il y aura Nkunku. Mais je suis pas hyper fan de cette liste où en plus Tchouaméni sera capitaine. Alors c'est pas sur le capitaine. T'as déjà une info qu'on n'a pas. Tu fais allusion à 2 joueurs qui, en l'occurrence, tu parles de Ben Seguir et Akliouche. C'est des milieux de terrain. Milieu de terrain offensif. Voilà, on était sur Mbappé. C'est des milieux de terrain offensifs. Et qui marquent. Alors, oui, mais est-ce que des milieux de terrain offensifs intéressent Didier Deschamps? Le milieu de terrain pour Didier Deschamps, c'est un grand champ de labour où la seule principale occupation et idée mise en place, c'est de défaire le jeu adverse. D'accord? C'est 3 milieux défensifs, très souvent à vocation défensive. Je ne vais pas dire que les milieux de terrain qui sont alignés, c'est des joueurs qui ne savent pas attaquer, mais en tout cas, leur première vocation, c'est d'être dans une posture défensive. Akliouche, Ben Seguir, c'est pas du tout ce profil. On n'est pas au milieu de terrain pour créer ou quoi que ce soit. Sinon, ça se saurait. C'est vraiment dommage. Maintenant, quand tu parles de joueurs comme Nkunku, Guendouzi, il faut savoir que dans sa gestion de groupe, Didier Deschamps, sa principale préoccupation, c'est d'avoir un 11 de départ. Et à côté sur le banc, d'avoir des joueurs qui sont simplement contents d'être là. Pas des joueurs qui vont faire la gueule parce qu'ils ne jouent pas et ainsi de suite. C'est pour ça que Nkunku, il est quand même sur un retour de blessure. Je pense qu'il est très content d'être resélectionné aussi rapidement. Et finalement, moi, ça correspond vraiment à ce que Deschamps recherche, c'est-à-dire des milieux de terrain qui ne sont pas des milieux de terrain créatifs et des joueurs qui ne jouent pas, qui sont contents d'être là. Mais Mbappé, donc Pierre a dit lui déçu, mais toi t'es déçu ou content qu'il soit pas là, Mbappé? Non, alors j'ai ni à être déçu ni à être content. Je pense que justement c'est l'occasion de voir comment ça tourne sans lui. On a pu voir comment le PSG tourne sans Mbappé. On a vu le Real Madrid tourner sans Mbappé. Là, pour le coup, on va voir l'équipe de France avec peut-être une nouvelle posture, mais de toute façon, les idées de jeu resteront les mêmes. Donc il ne faut pas s'attendre à une révolution dans le jeu, il ne faut pas s'attendre à avoir une posture complètement différente. On va voir si certains, et moi j'aimerais que ce soit Michael Olise qui puisse s'exprimer plus qu'un Marcus Thuram, parce que Marcus Thuram, avec le respect que j'ai pour lui, c'est pas non plus. C'est un joueur qui on va en parler aussi. Il y a 2 Marcus Thuram. Il y a Marcus et Thuram. Il y a celui de l'Inter et celui en équipe de France. C'est pas les mêmes. Ouais, et c'est pas le seul. Après, tu sais, la grosse difficulté des joueurs de haut niveau, c'est de pouvoir assumer cette double carrière, carrière en club et carrière en équipe nationale. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un sujet autour de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, on a tu sais, pour moi, le romantisme dans le football, il gravite pas qu'autour du jeu en lui-même. C'est aussi dans la façon dont on aborde le football. Combien de joueurs ont dit que pour l'équipe de France ou pour une équipe nationale quelconque, ils sont prêts à mourir pour le maillot. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des choix qui sont différents, avec des calendriers hyper chargés. Et ces choix, aujourd'hui, ils ont plus tendance à aller vers l'esprit club que l'équipe nationale. Et on voit on est dans le ton quand on parle d'Mbappé. Alors moi, il y a plusieurs versions. Ça dépend comment tu te positionnes, parce que
Rappelez-vous, suite à l'Euro, Mbappé, il a rien fait. Ça fait un moment qu'on est pratiquement anti-Mbappé, Ouais, tellement il est nul. Donc c'est le moment de... Ok, il est nul. Après, le problème, c'est de la manière dont ça se passe. Et si c'est lui, d'un seul coup, qui refuse de venir, c'est pas la même. Et en fait, on sait pas. C'est Deschamps qui l'a pas pris ou c'est lui qui veut pas venir. Il est blessé, il est pas blessé, il joue avec le Real. Tu vois, c'est encore une fois, il rajoute, au lieu que ça se passe bien et qu'on ait enfin une équipe de France et qu'on puisse porter un jugement, dire, ils sont mieux sans Mbappé ou il nous manque, et ben là, c'est encore tronqué parce qu'on sait pas si c'est lui qui a décidé de pas venir, si c'est sa santé, si tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est à double tranchant. Oh, ouais. Je termine juste parce que tu as parlé du PSG. Et sans Mbappé, le problème c'est que on voit le PSG sans Mbappé, mais on voit aussi le PSG sans avant-centre. Je vais appuyer mon propos. J'en ai pas après Colomani, parce que moi j'ai regardé la première mi-temps contre Nice. Colomani, tu mets Haaland, tu mets Lewandowski, avant-centre du PSG, il ne joue pas sur Colomani. Il ne joue pas sur Colomani. Luis Enrique, je commence à en revenir. La conservation, c'est bien, mais tu vas nulle part. Oui, il y a un moment, voilà. Donc, on peut, encore une fois, on peut pas juger, oui, sans Mbappé, parce que c'est de la conserve. Alors, il finira avec 8 milieux de terrain, et on va où? Le PSG va où? Mbappé qui n'est pas non plus un numéro 9, là, c'est pas faute de le dire, mais c'est vrai que Colomani, moi je pense qu'il est tout simplement pas fait pour le système du PSG. Aucun avant-centre n'est fait pour le système du PSG. Alors, aucun, je ne sais pas, je suis triste que Gonzalo Ramos soit blessé aussitôt parce que j'ai envie d'y croire. Alors, je dis pas qu'il aura mis 40 buts dans la saison, mais malheureusement sa blessure le dessert. Pour Colomani, je pense qu'il faudrait, en fait, ça fait partie de ces joueurs et il y en a beaucoup, selon moi, on pourrait faire une liste des joueurs qui ne seront jamais bons dans le championnat de France. Alors, il a été recruté au PSG à la faveur de ses prestations à Francfort. Mais je pense que voilà, le jeu allemand se prête plus. Moi, je à pense que c'est ça, le jeu plus ouvert. On lui demande pas forcément d'avoir une technique irréprochable. Et il y en a beaucoup. Nkunku est passé par l'Allemagne et c'est là qu'il a fait pour l'instant ses meilleures gammes. Maintenant, il est à Chelsea. Mais par exemple, Nkunku, s'il revenait dans le championnat de France, je serais pas malheureusement pour lui. Je pense ça n'arriverait pas à performer. Donc, je pense que Colomani, c'est pareil. Maintenant, on est hors transfert, donc le PSG. Et puis en janvier, c'est très dur de recruter un 9 de classe mondiale. Mais il va falloir faire avec. Est-ce que Luis Enrique veut si je peux me permettre un petit mot sur Colomani, enfin, moi j'ai comme l'impression que Colomani, moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, que j'ai beaucoup suivi, parce que il est originaire à la base, il jouait à l'US Torcy, donc je l'ai connu assez tôt, et c'était un très bon joueur de Nantes, un bon joueur de Francfort, et un joueur moyen du PSG. Donc tu vois, finalement, tu as l'impression que, au vu de son parcours, lui, il a l'impression de pas être. Enfin, tu vois que c'est un conte de fées auquel il croit pas. Il aurait jamais dû être là. Et il se fait. J'ai l'impression que dans son mindset, il y a une espèce de problématique. Tu vois, où il se bloque lui-même. Il se met pas au niveau où il devrait être. On est d'accord, parce qu'il a l'impression qu'il devrait pas être là. Ouais, mais moi j'ai regardé la première mi-temps contre Nice. J'ai vraiment regardé lui. Et c'est un truc de fou. On joue pas sur Colomani. Donc maintenant, je me fais pas l'avocat quand il vendange et qu'il a... voilà, parce qu'un attaquant qui fait des contrôles américains, quand on lui met dans les pieds, à côté, il perd un peu la confiance de ses joueurs. Alors, Farid a dit qu'il était bon à Nantes. Alors oui, il était bon à Nantes. Il a montré de belles choses, on va dire, mais Nantes, c'était milieu de tableau. C'était pas Sonny Anderson non plus. Parce que je veux dire, mais c'est sûrement ce jeu-là qui lui convient. Ça, pour le coup, je suis d'accord. Ouais. Nantes, il a vu passer des entraîneurs. Et je pense qu'il est peut-être bon dans des équipes défensives, en contre, où on n'attend rien d'elle. C'est vrai qu'à Francfort, il a surpris un peu tout le monde, mais il est resté là-bas un an seulement avant de revenir en France. Donc, il est resté assez de temps pour que sa market value soit à 90 millions d'euros. Oui, ça oui. Voilà. Mais c'est la faute du PSG, ça a mis autant. Il y avait d'autres joueurs dispo à ce moment-là. Alors, bon, pas faire 2 heures sur le pauvre Colomani. Est-ce que, je parlais de Marcus Thuram. Marcus Thuram, triplé en Italie ce week-end. Et là, en équipe de France, c'est pas le même Thuram. C'est dû à quoi? Alors, si vous me demandez, il y a un prénom qui sort, c'est Dédé. Mais voilà, me demandez pas, donnez-moi votre avis. Non, mais on a souvent eu ce type de joueur qui est soit très flamboyant avec son club. Ouais, mais là, c'est super, très flamboyant. Il a mis un triplé ce week-end. Alors, oui, on va remettre les choses à leur place. L'église au centre du village. C'est ton expression préférée. Mais en tout cas, voilà, Marcus Thuram, moi, je suis pas fan du joueur. Déjà, je pars du style du joueur. Hein. Attention, je dissocie l'homme du joueur. Mais je suis pas fan du joueur. Il a pour lui. Qu'est-ce qu'il a pour lui? Une grosse puissance, beaucoup de puissance. Je le trouve pas extrêmement rapide. Je le trouve pas extrêmement technique. D'un point de vue purement statistique, il a jamais crevé le plafond ni l'écran. Donc il est à une place.
pour moi, il a beaucoup de chance d'être là. Ouais. J'irai pas jusque dire que c'est son nom qui l'a amené à avoir autant de chance. Ouais, il y a En tout cas, une petite influence quand même. En tout cas, pour l'instant, en Serie A, il est en forme. Il est sélectionné, tant mieux pour lui. Moi, j'aurais aimé donner plus de chance à Michael Olise. Pourquoi pas engranger encore de la confiance et essayer de résoudre un petit peu l'énigme Kolo Muani. Maintenant, Marcus Thuram, c'est... Enfin voilà, je sais pas trop ce qu'on peut en attendre, ce qu'on peut en faire dans un système de jeu où on a deux ailiers rapides et lui, c'est pas un pivot, c'est pas quelqu'un qui va clairement faire jouer les joueurs autour de lui. Donc voilà, je me pose beaucoup de questions concernant son profil. Oui, je comprends. On a fait la transition un petit peu après Kolo Muani. Moi, je pense qu'il y a deux Marcus Thuram différents, non pas sur le point de vue personnel, c'est pas le Joker, mais c'est tout simplement qu'il y a deux systèmes complètement différents. À l'Inter je Milan, coupe 2 secondes. oui. Info Sud Radio, qu'on m'a envoyé, il serait pas titulaire demain. J'ai vu passer effectivement l'info quand Thuram serait pas titulaire. il serait peut-être incertain. Au profit de Kolo Muani d'ailleurs en pointe. Ouais. Soyez en Il y passant. a Nkoukou à gauche, Olise derrière Kolo Muani et Dembélé à droite. Et de toute façon, ça permet de rebondir. Je pense que ça n'aurait pas marché si Thuram avait été seul en pointe, puisque ça fait le lien avec ce que je viens de dire. C'est qu'à l'Inter Milan, depuis plusieurs années, l'équipe ne change quasiment pas, si ce n'est le gardien. Simone Inzaghi, il est là depuis un moment à l'Inter, on en parlera sur la page italienne tout à l'heure, mais Thuram, il a la chance de jouer à côté d'un joueur formidable, c'est Lautaro Martinez, dans un système qui est rodé depuis, mais vraiment, on a l'impression on n'y pense pas, mais c'est depuis longtemps. D'où ce que soulignait tout à fait. Tout à l'heure sur les jouer en club et jouer en... Tout à fait, le fameux 3-5-2 de l'Inter, maintenant qui est vraiment estampillé Inter. Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, ça bouge pas, Di Marco, des vrais joueurs de côté, Darmian à droite aussi. Avant Thuram, en deuxième attaquant, l'Inter a vu passer Edin Dzeko, ça a marché. Lukaku, ça a marché. Quand Alexis Sanchez, un degré moindre, jouait. Là, le système de deux attaquants, c'est ce qu'il faut, un joueur comme Marcus Thuram. Oui, clairement. Un joueur en pointe tout seul, ça ne fonctionne pas. Et c'est bizarre qu'en équipe de France, on essayait encore de lui donner ce rôle-là qui ne fonctionne pas. Donc quand on dit il y a deux Marcus Thuram, c'est surtout vis-à-vis de son adaptabilité aussi au système. Thuram a mis un triplé ce week-end avec l'Inter qui a permis à l'Inter de passer deuxième du classement. Et Thuram, c'est 7 buts en 7 matchs en championnat, rien que ça. Donc voilà, il y a vraiment, dans ce système, un système qui lui va, quoi. Voilà. Tout simplement. C'est juste on lui demande ça en équipe de France. Encore faut-il trouver un système qui lui va. Tu voulais dire quelque chose? Non, mais si on se projette sur le rôle, par exemple, qu'avait Giroud en équipe de France, clairement, c'était le pivot rêvé. Il s'est joué en déviation. Il avait un Griezmann près de lui pour pouvoir justement profiter des ballons et sur les côtés, que ce soit des Coman, Mbappé. Aujourd'hui, ce système, le système des gens, il est vicié et très honnêtement, alors au-delà de pas être spécialement fan du type de numéro 9 qu'il représente, je vois pas comment il peut vraiment apporter cette équipe de France. C'est deux caractéristiques tellement différentes. Comme j'ai dit pour Kolo Muani tout à l'heure, Marcus Thuram, quand il est en pivot avec un défenseur dans le dos, si on lui met la balle un peu forte, honnêtement, j'ai peur que le ballon soit perdu derrière. Donc c'est pas un profil de pivot, malheureusement, et lui, il est obligé de subir. On le met là, il va jouer. Il nous reste 30 secondes. Équipe de France, victoire contre l'Israël, victoire contre la Belgique, ton prono Toto? Contre la Belgique ou Israël? Israël. Forcément, victoire de l'équipe de France. Enfin, ouais. Je pense que c'est tellement... Et Belgique derrière, on enchaîne? Oui, enfin... On déroule. Quoique, c'est vrai que la Belgique, c'est un peu le sparring de l'équipe de France. Ouais. Victoire Israël et nul contre la Belgique. En espérant pas de match piège comme en 93, pour ceux qui se rappellent quand l'Israël qualifie Coupe du Monde. Moi, je vois 2 victoires parce qu'il y a un esprit revanchard justement par rapport à 93. Restez avec nous, on revient faire un tour d'Europe et surtout le focus sur le poste de gardien de but. À tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Alors, tout de suite de retour sur les vraies voix du foot avec les divers championnats. Je voulais vous parler, normalement, Maxime va me trouver une petite musique pour m'accompagner. On va lui laisser un peu de temps, mais je voulais tout de suite vous parler du Napoli qui est en tête du championnat d'Italie du Calcio avec 16 points, l'Inter de Milan 14 points, la Juve 13 points et ainsi de suite, la Lazio Udinese. Je vous annonce, et je suis ouvert au pari, que Naples prend le championnat cette année. Conte a amené à comment je pourrais vous dire ça, à retrouver, à redonner une âme. Voilà, le stade est plein, c'est magnifique. Le Napoli est vraiment, et en plus, on a malheureusement... Et en plus, c'est très objectif sur le sujet. Je suis très objectif. Vous pouvez dire du mal, vous ne serez pas viré tout de suite, vous serez viré à 21h.
Mais Mauricio qui dit du bien du Napoli. Non, je suis super heureux. Tu voulais dire quelque chose sur le championnat italien, Pierre? 9 octobre, retenez ce pari de Maurizio, du coup 9 octobre, il a annoncé. On le retrouvera. Non, bravo, effectivement, au Napoli qui a fait preuve qui a été costaud contre Côme ce week-end. Super équipe, Côme. Oui, équipe surprise, on va dire. Surprise, entraînée par un ancien joueur de Conte, Cesc Fabregas, au passage. Voilà, donc bravo au Napoli, c'est vrai. Petit focus, ça pas terrible du côté du Milan AC. J'avais déjà aussi parlé de ça il y a quelques temps. Le Milan AC qui était s'incliner à la Fiorentina. Alors, fait assez rare, il y a eu 3 pénaltys dans le match, aucun de marqué. 2 pour Milan, 1 pour la Fiorentina. Un grand David De Gea dans les buts pour la Fiorentina. Et la trêve internationale, pour le coup, arrive peut-être à point nommé pour le Milan. Les avait quittés après une bonne prestation dans le derby de la Madonnina contre l'Inter. Et là, ils sont un peu replongés dans leur travers avec un but de l'ancien Milanais pour justement pour enfoncer le clou, Yacine Adli. Et le Milan, qui va pas très bien. Petit clin d'œil, puisque j'en finis avec ça. Puisque je viens de parler du Milan, il y a eu Cesare, il y a eu la légende Paolo, et dans la famille Maldini, je demande le petit-fils Daniel Maldini, qui a été appelé pour la première fois en sélection d'Italie. Voilà. C'est pas commun, 3 générations dans un monde devraient être représentées. Daniel Maldini qui joue à Monza, qui est dernier de Serie A. Il porte pas le numéro, c'était quoi? C'était le numéro 3 3 Paolo. 3 Paolo. C'est possible, mais je pense qu'ils ont dû le retirer. Je crois que le père et le fils portaient le même numéro. Ok, alors Daniel est lié, donc numéro 3, je suis pas sûr. Mais voilà, un beau clin d'œil, c'est quand même magnifique d'avoir 3 générations. Et puis on rappelle le triplé de Thuram. Il y a déjà eu Fabregas qui portait le numéro 4, Zidane qui portait le 5, donc pourquoi pas. C'est pourquoi pas. Je lui souhaite d'avoir la même carrière que son père Paolo. Après, pour atteindre les 126 sélections de Paolo Maldini. Il a déjà la même gueule. Je suis obligé de vous couper parce que Maxime a retrouvé le petit bout de musique. Ça parle de quoi? Voilà, il se fait plaisir. Le petit kiff. Voilà, c'est la chanson du Napoli, comme quoi on va être champion. Merci Maxime. Toto, tu voulais dire par rapport au championnat italien, t'avais un petit mot à dire? Non, absolument pas. J'étais en train de parler de Paolo Maldini et je disais que s'il n'avait pas le même numéro que son père, s'il a déjà sa gueule, c'est pas mal. Oui, les Maldini quand même. C'est la grande classe. Il peut soulever une Ligue des Champions aussi comme Paolo. Voilà. Tu voulais, je me souviens du but de Paolo Maldini contre le Liverpool, qui marque jamais, qui avait mis une reprise du pied droit sur un centre de Pirlo, et puis finalement Liverpool était revenu à 3-3. Malheureusement, c'était la fameuse nuit d'Istanbul, mais il s'est rattrapé après. La pièce de théâtre où on connaît pas le scénario. Tu voulais nous parler de l'Angleterre, Pierrot? Oui, l'Angleterre aussi. Il y a eu beaucoup d'actu ce week-end, comme toujours. C'est pour ça que c'était important de faire un tour d'Europe. L'Angleterre, où les 3 premiers ont gagné, mais non sans difficulté. Manchester City recevait Fulham. Ils ont été menés au score pour finalement s'imposer 3-2. Un très beau but de Jérémy Doku, puisqu'on joue la Belgique dans quelques jours. Attention à lui. Idem pour Arsenal, qui a été mené à la grande surprise contre Southampton, qui finalement n'ont pas tremblé 3-1. Et Liverpool, qui est allé s'imposer 1-0 à Crystal Palace. Ce qui fait que du point de vue du classement, c'est un peu statu quo. Liverpool toujours devant, Arsenal, mon équipe feel good, comme j'avais dit, suit de près. Seul Chelsea a concédé un nul un peu triste contre Nottingham Forest. J'avais juste j'aurais pu le mettre dans mon quick goal, mais depuis longtemps. Ce dont je voulais parler, c'est Manchester United. C'est un club à la dérive, mais vraiment à la dérive. Je tire un gros signal d'alarme. 14e avec 8 points. Tout à fait. Après un nul. Alors, faire nul à Aston Villa, ça aurait pu être bien. 0-0 ce week-end. Seulement, Eric Ten Hag avait déjà 2 matchs pour se refaire la cerise. Ils ont fait nul à Porto, arraché en toute fin de match, et nul à Aston Villa. A priori, il est encore en poste. Mais il faut savoir qu'Eric Ten Hag, je suis très en colère contre lui. Il a fait venir l'effectif qu'il a actuellement. On peut pas dire qu'il est subi. Il a fait venir tout le monde. Il a fait venir Mathis de Ligt, Martinez, Anthony, Mazraoui. Tout ça, ce sont ces joueurs de l'Ajax. Et moi, je suis pas fan du tout de ce genre de modèle. Un entraîneur qui part de son ancien club et qui fait venir ses anciens joueurs. Un peu comme un employeur. Comme les éducateurs. Comme les éducateurs. Sauf que en U12 qui partent. Qui veulent venir dans leur bagage. Ce qui est intéressant, c'est que ça semble être une tradition, on va dire, néerlandaise. C'est Louis van Gaal qui avait beaucoup initié ça en 97, après un palmarès de Van Gaal en tant qu'entraîneur incroyable avec l'Ajax. Et en 97, quand il vient à Barcelone, après plusieurs années de disette, il commence à faire venir des Néerlandais, les Reisiger. Il y a eu les frères Debourg, ensuite Philippe Cocu, Patrick Kluivert, bien sûr, ceux qui s'en souviennent. Tu parles des Néerlandais, obligé de faire un petit coucou, un hommage à Niskens, qui est décédé cette semaine. C'est vrai. Et ça avait marché pour le Barça, mais par contre, ça marche pas tout le temps. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec ça. United, c'est pas l'Ajax. Il y a une culture à respecter. C'est pas le même championnat, c'est pas du tout la même chose. Et on voit les difficultés qu'ont
Anthony, je l'ai dit, Malacia, De Ligt. Et United, c'est 14e, comme l'a dit Maurizio. Il va falloir se reprendre très vite parce qu'un club comme ça, deuxième plus gros budget d'Angleterre, derrière son voisin City qui lui marche. Deuxième plus gros budget, c'est pas possible d'avoir des manques pareils et de pas procurer de résultats. Enfin, c'est terrible. Moi, je suis très déçu et triste pour ce club. On a grandi. 14e place pour Manchester United, c'est un drame. C'est un drame footballistique. Il y a 20 ans, on tremblait d'aller à Old Trafford face à Scholes, Roy Keane, Ryan Giggs, et maintenant. Mais encore l'année dernière, ils ont pris la coupe contre City, tout à fait. Donc il y a encore quelques mois, ça tournait. Enfin, ils ont au moins sauvé leur saison. Sur un match, voilà. On va dire que sur un match, mais voilà, pas totalement. C'est normalement c'est Ligue des Champions chaque année, bataille pour le titre chaque année. On peut pas se contenter de... Tu sais, pour faire un petit lien, même si tout le monde le sait, ils se sont jamais remis du départ d'Alex Ferguson. Oui, bien sûr. C'est des personnages tellement importants. De la même manière que le Milan AC ne s'est pas remis du départ de Berlusconi, tout comme la JOCR ne s'est pas remis du départ de Giroud. C'est des gens, c'est des hommes justement qui prennent tellement de place. Ils ont fait la force des clubs où ils ont été présents, mais finalement cette force s'est transformée en faiblesse une fois leur absence. Oui, on disait pareil, pardon, je finis juste, on disait pareil d'Arsène Wenger, et je l'avais dit ici aussi, mais regardez Arsenal, enfin c'est les supporters maintenant prennent du plaisir au stade. Bon, mais bien souvent, je suis d'accord avec Toto. À la différence que Arsène Wenger, sans tirer à boulet rouge sur lui, il a apporté une dimension du club, mais c'est vrai qu'il n'a pas de palmarès réel avec le club, tu vois. Donc il n'y a pas de vraie réussite probante avec Arsenal, ce qui fait que son travail a permis de construire sur du long terme Arsenal, mais il n'a pas eu la même aura et les mêmes résultats que ses entraîneurs. Si tu veux que j'apporte de l'eau à ton moulin, mon Toto, il y a quand même eu Diego Maradona quand il est parti du Napoli, il n'y avait plus de le club s'est arrêté. Mais en fait, il n'y avait pas de Napoli avant Maradona. Il n'y avait pas de Napoli avant Diego. Il n'y a pas de Napoli avant et après. Et on est revenu, on a mis des années à revenir. Et ça y est, on est là, on est dans la place. On passe à l'Espagne. Oui, Espagne rapidement. Reçu 3 sur 3 ce week-end pour Robert Lewandowski. À 36 ans, il a juste inscrit son 10e but en 9 matchs de championnat, ça va pour lui. Ils sont imposés sans trop de difficultés à Alaves, ils prennent la tête du championnat. Est-ce que Hansi Flick aurait pas trouvé enfin la bonne formule? On sait que le Barça est un peu limité en termes de recrutement, et là depuis quelques matchs on voit éclore des jeunes. Alors Koubarsi était déjà là il y a quelques mois, voire l'année dernière, et on a vu avec Casado, Lamine Yamal, on va pas revenir dessus, mais qui a encore fait un très bon match. Capitana, Rafinha, le Brésilien. C'est une bonne cohésion d'équipe, surtout qu'ils ont perdu Ter Stegen pour une très longue durée la semaine dernière. Ça n'a pas l'air, ils ont pris Chesney d'ailleurs en gardien libre pour le suppléer, mais Hansi Flick semble avoir trouvé la bonne formule. Il y a juste en Ligue des Champions, faut confirmer, parce que l'effectif reste quand même assez jeune, mais bien encadré avec des Lewandowski, d'autres joueurs. Il y a Inigo Martinez notamment. Il a été un poil sévère en sanctionnant Jules Koundé. Il n'a pas démarré le match pour une fois. Une petite sanction, il était arrivé en retard à une réunion. Mais ça passe aussi par là, sans extrême. Parfois, il faut quand même un petit peu être sévère pour bien tenir son groupe, et le Barça s'est baladé à Alaves. Surtout que tu disais la semaine dernière que tu n'aimais pas les entraîneurs dictatoriaux et sévères. J'ai dit sous toute proportion gardée. Donc là, il a fait rentrer en jeu. Koundé a joué. N'était pas non plus hors de l'équipe. Donc voilà, Koundé a joué, et Koundé sera avec l'équipe de France. Mais bonne mémoire, bien tenté. J'ai fait qu'une autre émission avant, j'en ai pas fait 10. Si je me souviens pas de celle d'avant. Je suis effectivement pas fan des entraîneurs à poigne, mais là j'ai dit il l'a un peu écarté dans le sens où il ne l'a pas mis titulaire, mais il l'a fait rentrer. Donc c'est pour le montrer que c'est moi le patron, mais t'es gentil quand même. Voilà. Et là il a marqué son empreinte. Toto, tu voulais nous dire 2 mots sur le championnat d'Espagne? Non, écoute, moi j'ai sorti les pop-corn, moi j'écoute le déroulé de Pierre qui est passionnant. Je voulais juste finir sur le derby de Séville, mais si vous en fichez, vous pouvez non. Ça y est, il fait des caca nerveux, le mot, mais il est là depuis un mois. Je suis sûr que les auditeurs de Sud Radio sont très intéressés par c'est une petite info comme ça. Séville qui s'est adjugé le derby de Séville, qui est jamais très très spectaculaire, mais qui était assez chaud. Tanguy Kouassi a pris un rouge, l'ancien Parisien, en fin de match. Et un penalty de Luque Bacchio, un autre Belge qu'il faudra surveiller lors du match France-Belgique. Je me suis enflammé un peu tout à l'heure, mais moi ils me font peur les Belges. Contre la France. Tiens. Non, mais c'est vrai, maintenant que tu dis ça, c'est vrai que je m'étais fait la réflexion qu'il y a quand même du lourd. Alors, ils sont dans une passation de pouvoir, et c'est pareil, il y a une rotation qui est en train d'arriver en Belgique. Voilà, les anciens commençaient à être un peu au bout du rouleau, mais non, je crois qu'il faut se méfier de la Belgique. Oui, parce que pris individuellement, c'est quand même des bons joueurs, ils jouent quand même dans des bons clubs, plutôt des bons clubs, ou dans des clubs de première zone, on va dire, dans leur championnat respectif. Et à voir, c'est toujours un peu piégeux, les derniers matchs,
notamment à l'Euro, il y avait eu le but de Colomani, un peu chanceux, ballon dévié. Donc voilà, je suis plus prudent sur le match de la Belgique cette fois-ci. Ouais. On fait un petit point rapide. Tu voulais dire quelque chose, toi? Non, je disais que la Belgique a beaucoup de mal à s'affranchir de cette domination presque culturelle française. Et ça se ressent dans le jeu. Moi, c'est pour ça tout à l'heure j'utilisais le terme de sparring. Très souvent, ça se joue psychologiquement. Bien les sûr France qu'il y a un Belgique, paramètre. ce paramètre-là. Les Belges n'arrivent pas à s'en défaire. Et le jour où ils vont réussir à s'affranchir et à regarder l'équipe de France droit dans les yeux, sans aucun complexe, parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de complexe. Ouais. Et je pense suis mille fois d'accord avec toi, mais pourvu que ça ne soit pas le prochain match, parce que là, il nous ferait mal. Il pouvait attendre. Il pouvait attendre un peu. On fait un petit point rapide sur l'Allemagne avec le Bayern qui est toujours en tête. Bayern toujours en tête, tout à fait. Ça va être très rapide. Bayern toujours en tête, bien que accroché difficilement à Francfort. Alors, ce que j'aime beaucoup dans la Bundesliga, c'est vraiment les matchs ouverts. Il y a eu 3 partout. Avec un nouveau but de Michael Olise qu'on espère qu'il va nous régaler aussi cette semaine. Ouais. Et le Bayern s'est fait, peuvent nourrir de regrets. Ils se sont fait rejoindre dans les arrêts de jeu par l'Égyptien Omar Marmouche. Retenez son nom, c'est tout simplement le meilleur buteur du championnat d'Allemagne actuellement. Donc l'Égyptien, quand on est à 9 buts en 8 matchs, ça va. Ouais. Je pense que ça marche bien pour lui. Il a planté un doublé, il avait déjà marqué en Coupe d'Europe. Et voilà, donc le Bayern, ça de Vincent Kompany, qui a un petit coup d'arrêt, on va dire, mais qu'on profitait des faux pas de Leverkusen et de Dortmund aussi. J'ai pas fait des stats vraiment sur tous les championnats, mais j'ai l'impression qu'en Allemagne, il y a quand même 10 équipes qui se tiennent en 6 points. Ouais. Et vraiment, ça a l'air d'être le championnat le plus serré. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une équipe qui gagne, elle peut monter au classement, faire un bon au classement en une journée. C'est vrai que c'est à la fois très ouvert et très serré, parce que le Bayern n'arrive pas à détacher. Le Bayern, comme on l'avait dit aussi à Sud Radio, veut laver la fonte l'année dernière où ils n'avaient rien remporté. Bon là, pour l'instant, ça va après 6 journées, mais une défaite peut faire sortir du top 4. C'est un championnat très ouvert. Moi, je suis fan de Bundesliga. Très honnêtement, si on devait prendre toutes les composantes d'un championnat et si on devait les aligner une par une, c'est-à-dire les composantes santé financière des clubs, fréquentation des matchs, qualité de jeu, ouverture, championnat le plus ouvert. J'ai envie de te dire qualité des hommes, t'as l'impression que ça joue, c'est rugueux, mais c'est très respectueux. Alors, le championnat. Justement, j'estime, alors on va peut-être mettre de côté la première ligue qui est peut-être un petit peu loin devant, mais c'est pour moi un championnat qui est vraiment sous-coté. Moi, je prends énormément de plaisir à regarder ces matchs-là. C'est très souvent des matchs d'un point de vue technique très fins. Ils sont capables d'avoir des scénarios de match. Il y a une grosse fréquentation. Les clubs sont gérés, mais vraiment, c'est pas les clubs espagnols. Les clubs, même s'il y a une vraie qualité de jeu en Espagne, finalement les clubs sont mal gérés financièrement. Et c'est un championnat que je trouve très très sous-coté. Ouais, je suis 1000 fois d'accord avec toi. On n'aura jamais de débat ici. On est tout le temps d'accord. Oui. On s'en fout. Ça s'invente une vie. Alors par chauvinisme aigu, il nous reste 1 minute. Le championnat de France avec Monaco qui a pris la tête et tout ça. Pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que depuis le temps qu'on dit que la Ligue 1 est redevenue attractive, la preuve. Ouais. Voilà, le Paris n'est pas en suprématie totale. Monaco a pris la tête de la Ligue 1. Oui, mais bon, ça suffit pas pour Akliouche. Non, je rigole. Ça part en vanne. Non, mais il a raison. Non, c'est vrai, Monaco qui a eu un match difficile cette semaine et qui, malgré tout, s'est sorti du piège rennais. Et voilà, il passe devant le PSG. C'est une petite alerte, on va dire, pour le PSG, pour montrer qu'ils n'auront pas le championnat si facilement cette saison. Aussi, juste pour revenir pour Marseille, nouvelle contre-performance, on va dire. Ils avaient le match en main, c'est peut-être un grand mot, mais ils avaient tout pour au moins remporter la victoire de ce piège contre Angers. Je persiste et Ching, Marseille joue le titre. Voilà, bien sûr, mais ça n'a pas changé. Toto, il te reste 10 secondes pour nous dire un mot sur la Ligue 1. Écoute, oui, moi je l'ai souligné la semaine dernière dans mon coup de cœur, cette Ligue 1 qui commence à être lancée, ouverte, attractive. Et justement, si on parle de l'Olympique de Marseille, le jour et au moment où l'Olympique de Marseille va commencer à avoir vraiment une vraie régularité, ce qui lui a manqué ces dernières années, à chaque fois sur des matchs clés, sur des moments clés où il faut faire la différence. Notamment le match de Strasbourg était très important. On va avoir encore pas mal de belles choses à voir en Ligue 1. Super, restez avec nous, on va parler des gardiens de but. Restez avec nous, à tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. De retour sur les vraies voix du foot avec Pierrot qui n'a pas bougé et Toto. J'ai mes 2 fidèles acolytes. On bouge pas. Les titulaires. Je vous sens motivé. On aborde le focus sur les gardiens de but. Alors moi j'avais tout de suite une question. Est-ce que Maignan
Pas tout à l'heure, on voulait enchaîner sur le capitanat de l'équipe de France. Est-ce que Maignan est le capitaine de l'équipe de France? Pour parler de gardien. Ah, si tu pars sur le sujet des gardiens en parlant du capitaine de l'équipe de France, je vais te répondre que oui. Pour moi, ça aurait dû être le capitaine de l'équipe de France. D'accord. Maintenant, faut savoir pourquoi Didier Deschamps l'a donné à Aurélien Tchouaméni. Je pense que c'est sûr qu'il l'a donné à Tchouaméni, ça y est? C'est acté? Oui, c'est acté. Tchouaméni s'est exprimé dessus. D'accord. Je pense que ça correspond à une politique globale de Deschamps. Deschamps essaie toujours de se faciliter la tâche. Et je pense que dans l'absolu, c'était plus facile pour lui de le donner à Tchouaméni et de lui reprendre que de le donner à Maignan et de lui reprendre ensuite. Parce que quoi qu'il arrive, il aurait dû lui enlever. Faut pas oublier aussi la petite posture de Maignan qui a fait un petit peu un affront à Kylian Mbappé. C'était aussi une façon d'envoyer un message qui aurait pu poser problème au sein du vestiaire. Maintenant, voilà, c'est toujours un choix particulier de choisir un gardien. C'est un choix très subjectif. Il faut savoir faire la différence entre un meneur et un leader. Hein. Le meneur s'impose au groupe, le leader, c'est le groupe qui choisit son leader. Ouais. Maintenant, pourquoi Tchouaméni? Important, ce que tu viens de dire. Oui, clairement, je pense qu'il faut savoir à qui on le donne. Est-ce que c'est la personne qui est vraiment légitime aux yeux du groupe? Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un capitanat d'intérim. Ouais. Et en le donnant à Maignan, ça aurait été plus un vice-capitanat et ça aurait pu poser problème à l'avenir. D'accord. Oui, c'est ça. Ouais. Leader, mais pas capitaine. Pierrot, ton gardien fétiche? Mon gardien fétiche, alors ta référence dans le... Je suis obligé de commencer je marche dans les pas, et c'est un honneur, les pas de Farid. Un gardien doit être un autoritaire, un vrai leader rassurant, moi j'ai noté rassurant, et avec évidemment le moins de cagades possible. En tant que gardien, c'est quand même important, si ce n'est le poste le plus important d'une équipe. Et moi, j'ai grandi avec un gardien qui avait une haine, mais de la défaite, mais terrible, c'est Oliver Kahn. C'est Oliver Kahn, l'emblématique gardien allemand du Bayern Munich, notamment, qui a d'ailleurs fini ensuite président du conseil d'administration quelques années plus tard. Oliver Kahn, c'était vraiment ça, la haine de la défaite, un bon jeu au pied malgré tout, et en plus de ça, il dégageait quelque chose avec ce visage dur. C'est ce que je voulais développer. Sévère. Voilà, tu m'avais le lien. Est-ce qu'un gardien doit avoir du jeu au pied? Bien sûr. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Alors, les qualités du gardien. Aujourd'hui, oui. Alors ça a été vrai aussi à une époque. Hein. On a connu un football où les gardiens, on connaissait certains gardiens qui sortaient de la surface pour dribbler. Hein. Même buteur. Olmeta le faisait, Higuita le faisait. Et aujourd'hui, le jeu au pied, c'est pour se donner une solution supplémentaire d'un point de vue relancer le ballon. Il faut aujourd'hui avoir des gardiens qui sont capables de manier le ballon. Moi, je suis pas spécialement fan de ça, enfin je m'arrête pas là-dessus. Un gardien qui est très fort sur sa ligne, d'ailleurs c'est pour ça que si tu me demandes, tu me l'as pas encore demandé. J'allais te le demander. Quel est ton gardien référence voilà. ça c'est du tac au tac. Farid Bouadla, s'il te plaît. Comme je suis quelqu'un je suis un esthète, j'aime les choses quand elles sont belles. J'ai beaucoup aimé un gardien comme Bernard Lama, qui d'un point de vue le chat. Et si on pourrait presque parler de joueurs sous-cotés au vu de son niveau incroyable. Et tout était beau, tout était spectaculaire, tout était efficace. C'était le genre de gardien qui est capable. Et c'est ça qu'on attend avant tout d'un gardien, parce que faut pas oublier qu'un gardien de but, c'est le seul joueur sur le terrain qui est pas un joueur de foot. Clairement, c'est le seul joueur c'est le terrain de football, c'est le royaume du pied, et lui c'est le seul qui a le droit d'utiliser les mains. Donc voilà, il y a un profil particulier. Moi, les gardiens forts au pied, oui, c'est aujourd'hui, comme je t'ai dit, une option de plus pour les équipes qui veulent relancer de derrière avec plus ça. Ouais. Voilà. Actuellement, quel est le meilleur gardien du championnat de France? Du championnat de France. Je fais un coq à l'âne là, parce qu'après je reviendrai sur Lama, mais je pense qu'on l'a. Pour moi, c'est Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui coche beaucoup de cases, qui n'est pas dans la liste non plus de Didier Deschamps, au profit de Brice Samba, qui est très bon aussi avec Lens, et de Areola qui joue en Angleterre. Mais pour moi, Lucas Chevalier, il l'a montré contre le Real, notamment, pas que, mais voilà, c'est vraiment le dernier rempart absolu. Il est encore jeune et il dégage vraiment beaucoup d'assurance. Et moi, c'est ce que je demande. Alors, quand on parlait de jeu au pied, moi
Moi, j'aime bien les gardiens qui ont quand même un bon jeu au pied. Je demande pas de faire des roulettes et des coups du sombrero. C'est juste éviter des cagades à la Donnarumma, jeu au pied, des choses comme ça. Ou Neuer, parfois aussi, prenait beaucoup de risques aussi, qui est un super gardien d'ailleurs. Mais pour moi, c'est Chevalier. Ouais. Ok. Je voulais vous parler aussi de moi, en préparant cette émission et en préparant ce sujet sur les gardiens, il y a un mot qui est revenu. Alors, j'espère que je vais offusquer personne, mais faut pas mal l'interpréter, mais le mot fou. En fait, les gardiens sont fous, les gardiens sont perchés, les gardiens sont, comme tu disais, Farid au début, c'était je t'ai appelé Farid. Hein. C'est mon prénom. Ouais, c'est mon prénom. Comme c'est ton prénom, c'est mon prénom. Ça tombe bien. Voilà, et écoute, et tu vois comme quoi tout arrive. Tu peux m'appeler Sébastien demain, c'est ça? Mais ça marchera pas, tu vois. Je vais pas m'en retourner. Et donc le mot qui revient, c'est ça. C'est en fait les gardiens. Moi, tous les gardiens que j'ai connus sont à part. Le gardien, et ça rejoint ce que tu disais. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je pars du principe que chaque poste au foot, sur un terrain, est révélateur psychologiquement de... Il y a un profil psychologique autour de chaque poste. Et c'est vrai que le gardien, je n'utiliserai pas le mot fou, mais pour moi, les gardiens de but ont toujours eu un profil psychologique un peu particulier, soit très introvertis, soit justement très extravertis, comme enfin voilà, dans leur surface, ils sont capables de péter les plombs. Ils vont aller mettre la tête où certains mettraient pas leurs pieds. Voilà. Donc, il y a un profil psychologique un petit peu à part. D'ailleurs, ils sont très souvent à part du groupe. Ils s'entraînent souvent à part. Et c'est vrai que c'est un poste vraiment très particulier. Au niveau du profil psychologique, au niveau de l'implication, au niveau du fait de jouer avec les mains. Et c'est c'est particulier. C'est des joueurs à part. Il faut être fou. Il faut sûrement être fou pour faire gardien. Moi, après, on t'a pas demandé à toi, hein, au final, Maurizio, ton gardien. Non. Moi, après la référence, tu l'as dit. Tu vas dire Diego Maradona. Non, Diego dans les buts. Non, Gigi Buffon. Voilà, rien à dire sur le terrain. Je parle du joueur de foot sur le terrain, parce qu'en dehors du terrain, c'est autre chose. Mais sur le terrain, Buffon. Et puis bon, moi, j'ai connu Sepp Maier. Enfin, ma génération, c'est Sepp Maier, Ivan Kurkovic. Enfin, il y en a plein. Mais je trouve qu'ils ont tous vraiment une particularité. Ils ont presque un côté attachant Barthez. Jean-Luc Ettori. Voilà, dès que tu dis un nom, t'as envie de raconter une anecdote. Tu vois, le gardien de but, c'est vraiment, vraiment particulier. Barthez était peut-être meilleur au pied qu'à la main. Bon, ça, c'est un avis personnel. Ouais. Mais voilà, j'ai parlé d'Oliver Kahn et il y a eu Sepp Maier, il y a eu Bernard Lama aussi. En actuel, il est un peu sur la fin de carrière. Moi, je voulais aussi souligner Jan Oblak en préparant ce dossier. Jan Oblak, qui est déjà un Slovène. Alors, pour un Slovène, être aussi, faire preuve de longévité, de haut niveau, c'est déjà beau. Ouais. Jan Oblak, c'est le 3e joueur le plus capé de l'Atlético Madrid, donc il a belle performance. Et je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui fait pas de vagues. Alors pour le coup, c'est vraiment un céphalogramme. Il fait pas de vagues du tout. On l'entend jamais. Un céphalogramme plat. Voilà, c'est ça. pas d'excès, pas d'erreur particulière. Ouais. Et moi, en contrepartie des gardiens fous, comme vous l'avez souligné, j'aime bien aussi à côté des joueurs qui font le boulot. Si l'Atlético est devenu le club qu'il est aujourd'hui, c'est aussi beaucoup grâce à lui. Ouais. Et voilà, il y aurait pu avoir Thibaut Courtois aussi, mais vraiment, il y a la régularité, le côté sobre de Jan Oblak, moi j'aime beaucoup. Ouais. On pourrait en parler des heures, mais alors moi j'ai une petite anecdote. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote. C'était un match, c'était le 25 décembre 1937. C'était pour la placer. Je suis obligé, j'ai trouvé ça super drôle. Ça fait longtemps que j'avais 20 ans. T'avais déjà 20 ans. J'avais 22 ans à l'époque. Et l'arbitre, c'était le match Charlton-Chelsea. Et le gardien s'appelait Sam Baltram. Et l'arbitre arrête le match, mais il y avait un brouillard de fou. Ouais. Incroyable, et l'arbitre arrête le match, et en fait c'est un flic 20 minutes après la fin du match, le gardien était toujours dans ses buts. En fait il y avait un tel brouillard qu'il n'a pas vu que le match était arrêté. Pas dit qu'il n'y avait plus de bruit. Et il y a un mec qui est arrivé, il y a un moment, il y a un flic qui est arrivé qui a dit mais qu'est-ce que vous faites là? Il est arrivé dans le vestiaire, il s'est fait chambrer, tout le monde avait pris la douche et tout, et l'autre il est resté 20 minutes dans un brouillard. Voilà, heureusement que c'est pas l'arbitre de Lazio Nice, sinon... D'ailleurs, tant que t'es dans les anecdotes, voilà, j'allais vous faire la passe décisive, Farid Bouadla. Faire semblant qu'on s'en était pas parlé avant. Maintenant que tu es en train de dire qu'on va parler. Une petite anecdote. Oui. Au hasard, oui, j'en ai une, tiens. Allez, tiens. Est-ce que tu sais d'où vient l'appellation but casquette, Pierre? Regarde Pierre, parce que moi tu me l'as dit. Est-ce que c'est par rapport à un gardien qui portait une casquette ou pas du tout? Oui, alors c'était en 1927, c'était à Southampton contre Hull City, et en fait à l'époque, oui, je sais pas si tu as vu des images de l'époque de Mauricio, au départ, quand il était en fac. Ouais, quand il était à la fac, il jouait avec des casquettes, oui. Les joueurs, y compris les joueurs. Et sur une action de but, le gardien de but a eu sa casquette qui est tombée, qui était peut-être un petit peu grande, c'est des espèces de gros bérets, qui est tombée devant ses yeux.
Et il a encaissé le but. Et c'est resté une appellation. Voilà, c'est un but un peu ridicule. Voilà. Et pourtant, Donnarumma, il l'emporte plus maintenant. Il enchaîne 20 sur 20. Faut pas le titiller. Le dernier à avoir porté les casquettes, je crois que c'était Tafarel que j'ai vu sur un terrain. Oui, c'est possible. Moi, j'ai déjà vu Olmeta avec une casquette. Allez, il nous reste 2 minutes pour finir sur le. On pourra en parler des heures du poste de gardien. C'est ça qui est embêtant. Mais le retour de suspension avant de terminer sur le. Voilà, Paul Pogba qui est réduit à 18 mois, qui va revenir. J'ai entendu dire que la Juve allait s'en séparer. Il compte pas sur lui. Exactement. Thiago Motta semblerait ne pas trop se compter sur lui. Donc on est heureux pour lui que sa suspension soit réduite. Mais voilà, est-ce que pour lui, le mieux ce serait pas de kiffer les dernières années qui lui restent au niveau? Alors je sais pas. J'ai entendu parler de l'OM. Avec un Rabiot au milieu. Je vais pas dire Info Sud Radio parce que je vais les mettre, dans des problèmes, mais j'ai entendu parler de l'OM. Laissons-le revenir à un niveau convenable, on va dire, de professionnel après autant de temps sans jouer, se concentrer uniquement sur le football. Après, voilà, j'entends parler aussi de l'équipe de France. Ça, pour moi, c'est impossible d'un retour. C'est pas réaliste, quoi. Je ne sais pas. Justement, c'était ma question suivante. Paul Pogba en équipe de France, le retour du patron, parce que c'est un taulier, Pogba. Écoute, avant de pouvoir le voir revenir en équipe de France, il faudra qu'il puisse revenir en club. À bon niveau, parce que c'est vrai qu'il a eu un coup d'arrêt brutal et c'est pas évident de revenir au haut niveau. Très honnêtement, moi je suis content de le voir de retour parce que je suis fan de ce joueur. C'était un des rares joueurs justement aux côtés de Griezmann, une équipe de France qui était capable de faire des choses qui font un petit peu rêver et de créer des vraies situations. On attend. Maintenant, Pogba, je pense que le fait que la Juve ne souhaite pas le conserver, est-ce que c'est Motta, est-ce que c'est un peu l'excuse? Je pense qu'ils n'ont pas envie de s'attacher à un joueur qui a été entaché d'une histoire de dopage. Je sais que ça a été un sujet un petit peu. Parce que la Juve ne pratique pas ce genre de. Ouais. C'est une vanne. Non, mais j'attendais ce que tu allais dire derrière. Voilà, la blessure de Carvajal, on termine là-dessus. On pense à lui quand même, une blessure assez terrible. Il y a pas moins de 3 blessures répertoriées, donc 2 ligaments et le tendon. Et ça rejoint un peu ce qu'on avait dit. Et Rodri, voilà, comme par hasard, l'autre Espagnol qui s'est blessé il n'y a pas si longtemps en disponibilité. Rodri, l'accumulation de matchs, voilà, comme quoi ça peut faire des blessures comme ça. Carvajal, Rodri, l'Espagne un peu en berne, et puis à voir comment ils vont être remplacés dans leur club surtout. Voilà, surtout. Merci d'avoir été avec nous. Merci les garçons. Merci Farid. Merci. N'oubliez pas le docu sur documentaire 450 grammes. Le poids de la passion, j'allais mal le dire. Voilà, allez le voir, magnifique. Le documentaire de Toto Belluzzo et Pierre Grave qui est maintenant sur Instagram. À très bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Sud Radio. Merci à vous, merci Maxime. Allez, à la semaine prochaine. Merci, au revoir.